Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et RFI. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de l'homme qui a présidé pendant plus de 8 ans aux destinées de l'euro. En pleine tourmente, il a d'ailleurs su interpréter les traités pour voler au secours des États sans pour autant désavouer son principal mandat, à savoir la lutte contre l'inflation. Oui, orthodoxe, il l'est certainement, mais il a surtout su faire preuve de souplesse en permettant à la BCE de racheter la dette des États les plus en difficulté. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne est présidée par un Italien, Mario Draghi. Elle est au centre de toutes les attentions. Nous verrons si elle en fait assez pour sauver l'euro et la zone euro. Jean-Claude Trichet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les mécanismes de sauvetage de l'euro ont été mis en place, on le constate aujourd'hui. On observe d'ailleurs une certaine accalmie sur les marchés. Est-ce que ça va mieux ou est-ce que c'est le calme qui précède la tempête ? Bien, je crois que nous sommes dans une période qui est exigeante, à l'évidence. Si vous le permettez, je reviens un instant sur ce qui a été dit. Nous avons un mandat qui est d'assurer la stabilité des prix. Ce qui veut dire lutter contre l'inflation si c'est l'inflation qui menace, lutter aussi contre la déflation si c'est la déflation qui menace. Et nous avons assuré la stabilité des prix depuis la création de l'euro, remarquablement, je dois dire, par rapport à ce qui avait été fait dans le passé, y compris dans les pays les plus habitués à avoir de la stabilité des prix. Ça a été mieux, si je puis dire, qu'en France, mieux qu'en Allemagne. Je dis ça en passant parce que c'est très important, c'est quand même ce que nous demandent nos concitoyens. Et puis deuxièmement, je dois dire que nous n'avons pas interprété les traités, nous avons appliqué la politique monétaire. Or la politique monétaire, elle doit aller partout dans la zone euro. Et le problème, c'est que quand on a des crises dans telle ou telle économie, alors la politique monétaire ne chemine plus normalement. Et c'est en effet ce que nous avons fait, comme vous l'avez dit. La période présente, si vous voulez, est une période dans laquelle beaucoup de décisions ont été prises, qui sont de bonnes décisions. Je crois qu'on a identifié les 4 grands axes sur lesquels il faut progresser. Les 4 grands axes seraient la politique budgétaire, la politique qui consiste à suivre les indicateurs de compétitivité pour faire en sorte que les pays puissent bien maintenir leur compétitivité, c'est très important. Et puis il y a l'union bancaire qui est également très importante. Et évidemment, et c'est votre question, la gestion de la crise elle-même. Beaucoup de décisions ont été prises, il faut les appliquer. Et si on les applique bien et rapidement, alors en effet, on est dans une situation qui va s'améliore objectivement et va continuer de s'améliorer. Alors en septembre dernier, votre successeur Mario Draghi a annoncé qu'il était prêt à racheter de manière illimitée les dettes des États qui en feraient la demande. Pour l'instant, on a vraiment l'impression que cette dissuasion nucléaire a fonctionné, mais on a aussi l'impression que certains États, notamment l'Allemagne, ne sont pas du tout prêts à actionner la puissance de feu pour aider des pays comme l'Espagne. Si on résume, la Banque centrale a dit, comme elle avait toujours dit d'ailleurs, je ne peux pas tout faire moi-même. Je ne peux pas me substituer au gouvernement, je ne peux pas me substituer au Parlement qui ont des décisions importantes à prendre. Donc, je suis prêt à faire beaucoup de choses au nom de la politique monétaire, parce que la politique monétaire le réclame, mais il faut qu'il y ait évidemment action gouvernementale. Et comme vous l'avez dit, la Banque centrale a dit « je suis prêt à intervenir », à condition que les pays demandent l'aide des autres pays, les pays en difficulté demandent l'aide des autres pays, que les autres pays définissent en effet les conditions de leur aide et aide, alors là, il peut y avoir en effet intervention de la Banque centrale. Mais il y a rétropédalage en ce moment ? La Banque centrale ne se substitue pas au gouvernement. Bien évidemment, mais au niveau des États, il y a rétropédalage ? Non, je ne dirais pas ça. On va voir. Ce sont des décisions et des orientations qui ont été prises, qui ont été communiquées à l'ensemble des marchés, des observateurs, à l'ensemble des investisseurs. Et donc, il faut les mettre en œuvre. Aucune crainte inflationniste en ce moment ? Je crois qu'on est à 2,7% d'inflation. Il faut toujours être vigilant. Et je crois que l'on peut dire que la Banque centrale européenne est crédible pour donner la stabilité des prix sur les 10 prochaines années, quand on regarde ce qui ressort, si vous voulez, du sentiment des investisseurs, les anticipations d'inflation. Donc il faut reconnaître qu'il y a là beaucoup de crédibilité. Elle est essentielle, cette crédibilité. Une banque centrale doit avoir son cap, être crédible sur son cap, qui est la stabilité des prix, et en même temps faire face à des situations qui sont les situations provoquées par la crise la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale.
crise qui aurait pu être, à mon avis, la plus grave depuis la Première Guerre mondiale, si des décisions n'avaient pas été prises par les banques centrales et par les gouvernements. Alors, l'aide que peut donner la Banque centrale européenne, vous l'avez dit, est conditionnelle. Seuls les États qui le demandent et donc qui se soumettent à un programme de réforme peuvent y avoir accès. Notre partenaire, la Fondation Schuman, vous interpelle sur ce sujet par le biais de son président, Jean-Dominique Giuliani. Monsieur le Président, agissant dans le cadre de son mandat, la Banque centrale européenne agit lorsque les gouvernements membres de l'eurozone font eux-mêmes des progrès en matière de gouvernance et de réforme nationale. Ça a été le cas dans le passé et c'est aujourd'hui encore le cas avec les nouvelles dispositions annoncées par votre successeur Mario Draghi. L'Espagne et l'Italie font de gros efforts de réforme et en conséquence, la Banque centrale est à leur côté. Vous savez qu'en France, beaucoup souhaitent qu'une banque centrale européenne plus active, dépassant parfois son mandat. Que faudrait-il que la France fasse comme réforme structurelle pour préparer une meilleure collaboration entre les gouvernements nationaux et la Banque centrale européenne ? En d'autres termes, Monsieur Trichet, si les taux du marché s'envolaient pour l'instant, la France n'aurait pas droit à cette aide de la BCE, sauf à faire des réformes. Le gouvernement vient de présenter son projet de budget avec des économies de 30 milliards. Pour vous, est-ce que c'est bien pensé? Est-ce que c'est suffisant? D'abord, je dirais, la Banque centrale a son mandat qui est dans le traité et toutes les enquêtes d'opinion que l'on peut faire dans tous les pays, sans aucune exception, et naturellement en France, montrent que nos concitoyens sont extraordinairement attachés à la stabilité des prix, qui défend leur pouvoir d'achat, et qui est donc un élément essentiel pour eux. Et après tout, ce sont eux, nos concitoyens, qui ont créé la Banque centrale européenne, qui ont créé l'euro. Deuxièmement, les réformes structurelles sont effectivement essentielles partout en Europe. Et on peut dire qu'il est regrettable que le fameux programme de Lisbonne, qui était un grand programme de réforme structurelle, qui allait sur une décennie, n'ait pas été accompli, et qu'on ait maintenant un nouveau programme dont on ne parle pas assez, qui est le programme 2020. Et il est absolument essentiel que l'Europe puisse se réformer, être beaucoup plus souple dans son activité économique si elle veut. Mais la France, elle est assez ambitieuse dans ses réformes, la France, notamment par rapport aux dépenses publiques. Elle est suffisamment ambitieuse, cette France? Je crois que l'on peut dire que nous avons, nous, particulièrement dans notre pays, mais c'est le cas de beaucoup d'autres aussi, un niveau de dépenses publiques qui est trop important. À vrai dire, quand on regarde les statistiques de l'OCDE, la France est probablement le pays de la zone euro qui a le niveau de dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut le plus élevé. Alors ceci évidemment comprime le reste de l'économie, l'empêche de se développer comme il convient et gêne la création d'emplois à l'évidence, gêne la croissance et la création d'emplois. C'est la raison pour laquelle tout ce qui va dans le sens de la diminution de la dépense publique pour rééquilibrer l'ensemble, non seulement des déficits des finances publiques, mais aussi pour rééquilibrer la structure même de l'économie française qui est trop orientée vers la dépense publique. Alors la ratification du traité budgétaire européen en France suscite de nombreuses réticences et des débats. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un transfert de souveraineté vers Bruxelles? Et est-ce que c'est une bonne chose? Je crois que vous êtes vous-même en faveur de la création d'un ministère des Finances européen. Oui, je crois que dans une zone comme une zone à monnaie unique, la zone euro, il y a une interdépendance entre les différents États qui est considérable. Et donc il est absolument nécessaire, les exemples que nous avons sous les yeux le montrent bien, si l'on veut protéger la stabilité, la prospérité, la création d'emplois, la lutte contre le chômage sur l'ensemble de la zone, il faut surveiller les politiques budgétaires. J'ai moi-même, c'était mon premier discours au Parlement européen, dit en 2003, il est essentiel que l'on applique le pacte de stabilité et de croissance. À l'époque, tout le monde disait c'est trop orthodoxe, ça ne sert à rien, c'est une espèce de camisole de force que l'on met sur les Européens. Et je dois dire qu'à l'époque, aussi bizarre que ça puisse paraître,
et les Français et les Allemands, et d'ailleurs aussi les Italiens, disaient on n'a pas besoin du pacte de stabilité et de croissance. Maintenant, on voit ce qu'il en est, on voit le dégât que peut faire ou que peuvent faire des comportements budgétaires anormaux. Donc, il est très important, en effet, qu'on ait une très bonne surveillance, qu'on ait un bon cadre de contrôle et de surveillance des politiques budgétaires pour la stabilité, la prospérité et l'emploi dans la zone euro. Surveillance à Bruxelles, parce que les parlements disent que finalement, leur souveraineté est entamée, puisque effectivement, il y a contrôle a priori, qu'il y a beaucoup de choses qui vont être décidées, des budgets à réviser en fonction de... Mais est-ce qu'on veut se retrouver dans la situation où nous sommes, où un certain nombre de pays s'étant très mal comportés sur le plan budgétaire, et aussi d'ailleurs sur le plan économique en général, du point de vue de leur compétitivité, parce que c'est très important aussi de surveiller les indicateurs de compétitivité et les déficits, ou les excédents, mais enfin les déficits en l'occurrence de la balance des paiements courants. Tout ça est extrêmement important si l'on veut, encore une fois, cohésion, croissance, création d'emplois dans la zone. Alors la chancelière Angela Merkel, elle voudrait aller effectivement beaucoup plus loin dans l'intégration européenne. Elle a même parlé d'union politique. Est-ce que pour vous, la réponse de la France sur ce sujet, plus d'union politique, est suffisamment claire ? Je suis personnellement absolument convaincu que nous avons besoin d'aller plus loin. Nous avons identifié, comme je l'ai dit, 4 directions qui sont essentielles. La surveillance budgétaire, la surveillance des indicateurs de compétitivité, l'union bancaire et bien entendu les instruments pour gérer la crise qui ont été créés de manière ad hoc dans la crise. Mais je pense qu'il faut en effet être prêt à aller plus loin parce qu'on voit bien à quel point nous sommes unis par la monnaie, unis très étroitement par ce marché unique avec une monnaie unique. Et donc, il est légitime, je crois, que nous allions plus loin. Alors, j'ai suggéré d'aller plus loin en créant une sorte de ministère et de ministre des finances de la zone euro. C'est une piste que l'on peut suivre. Il me semble qu'il faut aller plus loin aussi dans la direction des sanctions pour un pays qui se comporte très très mal. Si vous voulez, actuellement, vous pensez à la Grèce, en l'occurrence je pense... Parce qu'il y aura un rapport de la Troïka d'ici un mois. La Grèce va peut-être pas remplir tous les critères qui lui sont demandés. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce qu'on se demande si vraiment on a trouvé la solution pour la Grèce. Ça, c'est un problème particulier qui est lié à la Grèce et qui dépend évidemment des décisions, des orientations que prennent les Grecs eux-mêmes, qui ont leur destin entre les mains. Tout le monde, évidemment, considère, à ma connaissance, en Europe, qu'il va de soi que la Grèce doit surmonter ses difficultés, rester évidemment dans l'euro et assumer, si vous voulez, sa place de pays européen, membre de la zone euro, membre de l'Union européenne. Mais je m'adresse, si vous voulez, aux problèmes posés par n'importe quel pays qui, à l'avenir, là on est en train de gérer une crise très grave, qui, à l'avenir, aurait des problèmes de ce genre. Il me semble qu'il serait important que nous ne nous contentions pas de ce qui existe actuellement, c'est-à-dire qu'on impose des amendes à un pays qui se comporte mal. Or, un pays qui se comporte mal met en cause la stabilité de tous. Il y a 332 millions d'habitants dans la zone euro. Eh bien, il ne faut pas mettre en cause la stabilité des 332 millions, leur emploi, leur capacité, si vous voulez, d'être dans une économie en croissance. C'est très, très important. Et moi, je crois que dans des cas exceptionnels, où on met en cause la stabilité de l'ensemble, on devrait pouvoir prendre des décisions qui serait exécutoire dans le pays qui pose un problème à l'ensemble de la zone. Et ça devrait être démocratique, c'est-à-dire que je crois que le Parlement européen devrait pouvoir décider en dernière analyse. Donc les représentants du peuple décideraient. Ce ne serait pas une décision technocratique, une décision démocratique. Et bien entendu, on appliquerait le principe de subsidiarité, puisqu'on ne ferait ça que dans des cas absolument exceptionnels, où le sentiment de l'ensemble de la zone est que sa stabilité pourrait être mise en péril. Parlons de la grogne sociale qui monte en Grèce, en Espagne. Est-ce que ce traité budgétaire qui impose un déficit structurel maximal de 0,5% ne condamne pas la zone euro à la récession ? Je crois que dans les pays qui ont des problèmes extrêmement aigus, le problème principal, c'est la perte de confiance. Perte de confiance des ménages, perte de confiance des entreprises qui n'investissent plus et perte de confiance des épargnants, qu'ils soient d'ailleurs nationaux ou étrangers, et qui créent des taux d'intérêt extrêmement élevés. Il faut regagner la confiance.
Pour la croissance future et la création d'emplois futurs, il faut regagner la confiance. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est extrêmement important, en effet, de prendre les mesures qui soient capables de convaincre les ménages, les entreprises et les épargnants qu'effectivement, on peut à nouveau faire confiance au pays, à son économie, à sa signature. Donc je crois, si vous voulez, que si on regarde ce qui se fait dans ces pays, on peut dire que leur ajustement, qui est toujours pénible, toujours difficile, quand vous avez on ne risque pas de tuer la croissance. C'est comme pour les ménages. Quand vous avez beaucoup trop dépensé dans le passé, il faut ensuite corriger. C'est difficile de corriger, mais on oublie qu'on a beaucoup trop dépensé dans le passé. Le problème, c'est que la croissance durable à venir dépend des efforts qui sont faits aujourd'hui. Et le but, évidemment, c'est croissance et création d'emplois durables. En Espagne, toujours situation dramatique, notamment vous parliez du chômage, 25%. L'Espagne qui n'a pas demandé l'aide officielle de Bruxelles, à la grande surprise de beaucoup, de Paris, peut-être à la grande satisfaction, on dit aujourd'hui, de Berlin. Est-ce que vous appelez Mariano Rajoy à demander cette aide pour son secteur en particulier bancaire, financier Écoutez, je dirais simplement, les choses sont claires. La Banque centrale européenne, son conseil des gouverneurs, et par la voix de son président, ça a été dit très clairement, ont dit ce qui était possible, dans quel contexte cela était possible, et ce que cela supposait comme demande du pays concerné et comme réponse des pairs de l'ensemble de la Commission, du Conseil, et finalement comme intervention effective sur les marchés par les gouvernements. Tout cela fait partie du concept. Donc à chacun d'en tirer les conséquences. Mais les choses sont claires. Et la Banque centrale européenne, encore une fois, seule ne peut pas se substituer à quelque gouvernement que ce soit le gouvernement du pays qui est en difficulté ou les autres gouvernements membres de l'Union européenne, membres de la zone euro. Merci Jean-Claude Trichet d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup et à très bientôt sur nos deux antennes. À très bientôt à tous.